Aujourd'hui, on va parler Bezrat Hashem. Dans nos halachot Shemitah, on a beaucoup avancé, hein, Baruch Hashem. On va bientôt finir, j'espère. Je ne sais pas combien d'entre vous ont des champs. CHAMPS. Je ne sais pas combien d'entre vous ont des jardins. Mais en tous les cas, il y a des questions qui me sont déjà depuis le début de la Shemitah posées très souvent. Et vous allez voir que ça va nous concerner aussi, concernant les fleurs qu'on a à la maison, concernant les fleurs qu'on a sur les soragim. Donc il faut qu'on ait la réponse à ces questions-là. Et puis on verra ensuite comment ça nous concerne dans notre vie de tous les jours, si on a des fleurs. Si on n'a pas de fleurs chez soi, alors ce cours-là, il ne sert à rien. Alors venez, on commence par le commencement. Aujourd'hui, je ne crois pas qu'on aura le temps de parler des fleurs qui se trouvent dans des pots à la maison. On va commencer par le cas le plus problématique. À savoir, j'ai un champ ou j'ai un jardin. Je ne parle même pas d'une terrasse, je parle d'un jardin au rez-de-chaussée. J'ai un jardin et j'ai dedans des fleurs, des arbres, etc. Et je veux savoir qu'est-ce que j'ai le droit de faire et qu'est-ce que je n'ai pas le droit de faire pendant la Shemitah. D'accord ? Tout ce qui sera autorisé aujourd'hui, c'est sûr et c'est certain que ça sera autorisé aussi si j'ai des fleurs dans mon mirpesset. D'accord ? Déjà, ça doit être clair. Tout ce qu'on va dire que dans un champ, on a le droit de faire, on aura le droit de le faire dans nos jardinières, à la maison, ou sur une mirpesset, ou sur le rebord de la fenêtre. D'accord ? Ce qu'on n'a pas le droit de faire là, on verra qu'il y a beaucoup de choses qu'on a quand même le droit de faire dans... D'accord, vous avez compris ? Alors venez, on commence par le commencement. Pendant l'année de la Shemitah, il y a des melachot qui sont interdites minatora, et il y a des melachot qui sont interdites midérabanan. Ça veut dire, au jour d'aujourd'hui, on n'a pas de Beth Amikdash, la Shemitah, c'est midérabanan. Ce n'est pas midéoraita, d'après la plupart des poskim. Mais au moment où la Shemitah, elle sera Bezrat Hashem minatora, il y a des travaux d'agriculteurs qui sont interdits minatora, il y a des travaux qui sont interdits midérabanan. D'accord ? Les travaux qui sont interdits minatora, si vous voulez quelques exemples, vous pouvez noter. Les travaux qui sont interdits minatora, par exemple, c'est semer. Sadecha lotizra. Si je prends des graines et que je les sème, ça c'est assour minatora pendant la Shemitah. Ça veut dire que lorsque la Shemitah elle sera minatora, ça sera interdit minatora. Par exemple, de cueillir des fruits comme on le fait pendant toutes les années, ça sera interdit minatora. Par exemple, de labourer le champ, c'est interdit minatora. D'accord ? Donc quelques exemples de melachot qui sont interdites minatora. De labourer son champ avec un tracteur, c'est interdit minatora pendant la 7e année. Je parle d'un champ pour l'instant. Un champ, un véritable champ qui n'est pas recouvert. Un champ, d'accord ? Ça c'est les melachot qui sont interdites minatora. Il y en a d'autres, mais je vous donne quelques exemples qui sont les plus habituels, les plus concrets. Il y a des melachot qui sont interdites midérabanan. Alors les melachot qui sont interdites midérabanan, je vous donne quelques exemples, et puis après on va les voir plus en détail. Arroser par exemple. L'arrosage, pendant la Shvi'it, quand j'arrose mon champ, c'est pas assour minatora, c'est assour que midérabanan. De mettre par exemple de l'engrais, c'est assour que midérabanan. D'enlever les pierres comme ça, les cailloux qui dérangent près des racines, ça c'est interdit que midérabanan. D'accord ? Imaginez que j'ai un arbre par exemple que j'ai envie de recouvrir avec un plastique parce que pour le préserver du soleil ou du froid, ça c'est interdit midérabanan. D'accord ? Je vous donne, vous comprenez les exemples. Le karka, par exemple, le sol. Si le sol n'est pas droit et que j'ai envie de le rendre droit pour pouvoir ensuite semer, le fait de le rendre droit, le fait de l'égaliser, ça c'est la planir, ça c'est interdit midérabanan. D'accord ? Donc on a bien compris. Il y a des melachot qui sont interdites minatora, il y a des melachot qui sont interdites midérabanan. Mais dans tous les cas, que ce soit minatora ou midérabanan, ça ne change a priori rien parce que c'est interdit. Alors pourquoi je me fatigue à vous dire qu'il y en a qui sont interdites minatora et qui sont interdites midérabanan ? Vous allez tout de suite comprendre. Viennent les poskim et disent que toutes les melachot qui sont interdites minatora pendant la Shemitah, eh ben c'est interdit. On n'aura pas le droit de les faire. Par contre, les choses qui sont interdites que midérabanan, il y a certains cas où on pourra autoriser. C'est quoi ces cas où on peut autoriser ? Alors notez bien, il faut que vous compreniez la définition. Et puis ensuite, vous verrez dans plein de cas comment ça va s'exprimer. La définition est la suivante. Toute chose qui, si jamais je ne la fais pas, ça va entraîner la mort de l'arbre ou du champ
ou des fleurs ou du végétal en question, ça va être permis. D'accord? Je prends tout de suite un exemple pour qu'on ne parle pas dans le vent. Arroser les fleurs, est-ce que c'est interdit? Ou arroser une plante ou un arbre, est-ce que c'est interdit minatora ou midera banan? Midera banan. Si c'est interdit midera banan, et moi je me pose la question, d'accord, c'est interdit midera banan, est-ce que j'ai le droit d'arroser mes fleurs? Alors on me dit, si jamais, si tu n'arroses pas tes fleurs, tu sais que l'arbre par exemple va mourir, eh bien tu as le droit d'arroser les fleurs. D'accord? Donc ça c'est un premier point à savoir. Si jamais, en ne faisant pas ce travail qui est interdit midera banan, je sais que le végétal va mourir, ça m'autorise de le faire. Si ça avait été Assour Minatora, je n'aurais pas eu le droit de le faire. Ce qui m'autorise de le faire, c'est que c'est Assour que midera banan. Maintenant, autre définition, si jamais le végétal ne va pas mourir, mais il va vraiment s'abîmer, de sorte à ce que l'année d'après, on ne pourra même plus le remettre en état, c'est aussi Assour. D'accord? Donc j'ai un arbre par exemple, et un agriculteur me dit, écoute, si tu ne l'arroses pas, il ne mourra pas. C'est-à-dire que l'année prochaine, il pourra à nouveau repousser, mais il ne repoussera déjà plus très bien. Laisse tomber, si tu l'abîmes. Eh bien, c'est aussi permis. Toutes les melachot interdites midera banan, c'est aussi permis de les faire. Je pourrais arroser mon arbre. Si jamais, troisième définition, un agriculteur me dit, écoute, si tu ne l'arroses pas pendant cette année, il ne mourra pas, il ne s'abîmera pas énormément, mais pour le faire revenir à son état initial, je te prends 2000 €. Ça veut dire, il y a un travail à faire, moi en tant qu'agriculteur, je sais le faire, mais tu vas avoir des grandes dépenses. À nouveau, c'est permis. D'accord? Donc j'aurais dû commencer dans ce sens-là. Ça veut dire que toutes les melachot qui sont interdites comme midera banan, on peut les autoriser, soit dans le cas vraiment où l'arbre va mourir, même s'il ne va pas mourir, si jamais il va vraiment bien s'abîmer, et même si jamais, après s'être bien abîmé, on peut réussir à le restituer à l'état initial, si jamais c'est en dépensant de l'argent, on ne m'a pas demandé de dépenser de l'argent, on peut pendant la Shemitah faire ces travaux qui sont interdits midera banan. D'accord? C'est clair? Maintenant, prenons encore un exemple. J'ai un arbre. D'accord? J'ai un champ, j'ai un jardin et j'ai un arbre. Maintenant, cet arbre-là, c'est un arbre fruitier. D'accord? J'ai le droit de manger les fruits de la Shemitah, que j'ai le droit de les manger, j'ai le droit de les manger. Il faut que je m'afkire mon champ. On en reparlera, Bezrat Hashem. En tous les cas, moi, j'ai le droit aussi de cueillir un fruit et de le manger. D'accord? Maintenant, je sais que si jamais j'arrose pas le champ, je sais très bien que qu'est-ce qui va se passer? L'arbre, il ne mourra pas. Parce que ce n'est pas très grave. Si jamais je ne l'arrose pas un an, avec la pluie qu'il y a de toutes les façons, etc., l'agriculteur, il m'a promis que l'année prochaine, il pousserait comme il faut, comme cette année, il n'y a aucun problème. Simplement, je sais que cette année, l'arbre ne donnera aucun fruit. Ou alors les fruits qui ont déjà commencé à pousser, ils vont être vraiment moches, ils vont vraiment être bekoshi comestibles. Ce qu'on appelle un ezek nikar, ça veut dire on endommage le fruit de façon assez importante. J'ai pas compris. Ça veut dire, j'ai aucune autorisation de tout ce que je viens de dire maintenant. Ça veut dire, mon arbre, je sais que l'année prochaine, il sera en bon état. Je n'aurai pas besoin de dépenser d'argent pour le remettre à son état initial. Simplement, cette année, en attendant, où je ne vais pas arroser cet arbre-là, il n'y aura pas de bons fruits. L'agriculteur, il me dit, tu veux avoir des bons fruits, tu es obligé d'arroser un minimum. Est-ce qu'on m'autorisera à arroser? Non, mais c'est cette année. C'est-à-dire, ces fruits-là, je vais... Ah, parce que je pourrais les manger. C'est quoi le problème? Oui, si jamais j'arrose, j'aurai des fruits, je pourrai les manger. Vient le Chazon Ish et il dit, j'ai le droit. Pourquoi pas? Un arbre qui donne des fruits, si jamais cette année il ne donne pas de fruits, ou qu'il donne des fruits vraiment pas bons, eh ben c'est une perte. Le but de l'arbre, c'est de donner des fruits. D'empêcher l'arbre pendant une année de ne pas donner de fruits, c'est l'abîmer. Et ça, on m'a autorisé. On m'a autorisé tout ce qui va abîmer, tout ce qui va tuer, tout ce qui va empêcher de faire pousser, ça, on m'a autorisé. D'accord? Donc, on m'a autorisé. Le Rav Kook, lui, n'était pas d'accord avec ça. Le Rav Kook, il dit que, étant donné que les fruits de la Shvit, ils sont efker, donc ce n'est pas mon problème à moi. Qui me permet à moi d'arroser des fruits? Pourquoi? Pour que les autres juifs, ils en aient? Ce n'est pas mon problème à moi. C'est le Rav Kook qui disait. Mais la plupart des poskim, le Chazon Ish et d'autres poskim, ils disent non, c'est pas vrai. Ils disent c'est pas vrai. Pourquoi c'est pas vrai? Ils disent et alors qu'est-ce que c'est efker? Je ne dois pas me préoccuper aussi des autres juifs. Je veux avoir des fruits pour que tous les juifs qui veuillent venir dans ce champ puissent venir et les consommer. Vous avez compris? Donc, marloquette, il y a largement sur qui se reposer si on veut autoriser. C'est clair? Maintenant, si on continue un petit peu, voilà, maintenant, pareil, si j'ai des fleurs par exemple, j'ai des géraniums dans mon jardin,
Et si je les arrose pas, ou si je ne fais pas tout type de melachot midera banane, je sais que qu'est-ce qui va se passer? Je sais qu'elles vont s'abîmer, par exemple, elles vont mourir. Alors, a priori, je pourrais me dire, bon, mais c'est d'air, elles vont mourir, combien ça coûte? 100 shekels, c'est pas la fin du monde. Vient le Mabit et d'autres poskim et ils disent, non, on n'a pas dit qu'il fallait que c'était simplement une chose qui coûte cher. Si ça va l'abîmer, ça va le tuer, tu as le droit. Cher, pas cher, c'est pas grave, ça change rien. Maintenant, j'ai des fleurs, j'ai des géraniums, et je sais que si je les arrose pas cette année, arroser à nouveau, c'est une melacha midera banane, si je les arrose pas, eh ben, cette année, il n'y aura pas beaucoup de fleurs, elles ne seront pas belles, il n'y aura pas de fleurs. Alors, il y a des poskim, beaucoup de poskim, qui autorisent d'arroser. Ils disent, il faut avoir des fleurs belles. Le but de ces fleurs-là, c'est de donner des fruits. Si tu l'empêches de faire la chose naturelle, eh ben, il s'avère que tu l'abîmes. Le Rav Eliashiv, il dit que comme Bessarakol, ce n'est pas des choses urgentes. Si je n'ai pas de belles fleurs, ce n'est pas grave. Donc il dit à Mahmir Tavo Alav Bracha. En tous les cas, Meikar Adin, on peut autoriser d'arroser. D'accord? Donc on a bien compris. Donc si on résume ce qu'on vient de dire maintenant, les melachot qui sont interdites, midera banane, il y a tout à fait lieu d'autoriser, même dans un champ, si je sais que ça va vraiment complètement abîmer si jamais je ne les fais pas. D'accord? C'est clair? C'est clair ou pas? Maintenant, écoutez bien tous les exemples dont on va parler maintenant, parce que ça nous servira, je vous répète, même si vous n'avez pas de champ à la maison, j'imagine que vous avez quand même des fleurs peut-être, vous avez peut-être quand même un jardin en bas, donc il faut qu'on comprenne bien ce qui est permis, ce qui est interdit, pour que ensuite on puisse réfléchir à ce qui va se passer chez nous à la maison, avec nos fleurs à la maison, nos fleurs qui sont... D'accord? Excusez-moi, même si le pot de fleurs n'est pas spécialement en contact avec le terre. Par exemple... Je vous dis, je n'ai pas parlé de pot pour l'instant. Pour l'instant, j'ai parlé d'un jardin. Oui, pour l'instant, je vous ai dit, si on veut que ce soit clair, je vous dis, c'est très compliqué cette histoire des pots, il faut qu'on aille tout doucement. J'étais très mystapé, est-ce que je commence par parler directement des pots, ou est-ce qu'on commence d'abord par cette introduction? Je pense que c'est plus intelligent comme ça. Donc pour l'instant, je ne parle pas des pots. D'accord? Je répète, tout ce qui est permis maintenant, a fortiori que c'est permis dans les pots. D'accord? Regardez, venez, on avance un petit peu. Maintenant, juste encore quelques introductions. Si jamais j'ai un doute, est-ce que si j'arrose pas, elle va mourir ou pas cette plante? J'ai un doute, ou oui ou non. Alors bien évidemment, si j'ai un doute, je peux demander à un agriculteur qui s'y connaît. Imaginez quand même l'agriculteur, il a un doute. Il dit, écoute, 50% de chance que ça s'abîme, et que finalement l'année prochaine, on va avoir beaucoup de mal à récupérer, 50% de chance que non. Dit le Chazonish, Chassa Torah al-Mamonam chez Israël, la Torah a tenu compte de l'argent des Juifs, et donc c'est autorisé même dans un cas de doute. D'accord? Ensuite, autre point important, le Chazonish écrit que toutes ces melachot là qu'on va autoriser, parce que ce sont que des melachot des Rabbanan, et que c'est vraiment urgent pour ne pas en arriver à ce que les plantes meurent, c'est pas que c'est glad kacher, les khatrila, on va faire exprès de faire ça. C'est que quand il n'y a pas tellement le choix, on le fait. C'est pour ça que dit le Chazonish, tout ce que j'aurais pu m'arranger à faire avant la Shemitah, et tout ce que je vais pouvoir laisser pour après la Shemitah, que je laisse. C'est-à-dire que si un tout petit peu avant Rosh Hashanah, je vois qu'il y a des melachot qu'on pourrait m'autoriser en réfléchissant bien, mais que ce n'est pas tellement urgent parce que la plante, elle meurt, parce qu'on peut attendre, alors attends encore 2-3 jours, que Rosh Hashanah finisse, et puis à ce moment-là, tu feras ce que tu auras à faire. C'est là. Maintenant, dernier point, c'est que, comme ça le Rav Efrati écrit, c'est que tout ce qu'on va autoriser là, c'est pour des personnes qui, en général, font vraiment attention à leur jardin. J'ai un jardin, je tiens toujours à la rosée, je fais toujours attention à ce que les fruits soient en bon état. Mais si quelqu'un, il ne fait jamais rien, ça fait déjà 5 ans qu'il n'a rien fait. Et puis maintenant, c'est la Shemitah, il dit, je vais commencer à m'occuper de mon jardin. C'est permis, si je fais rien, ils vont mourir. Si tu t'en fous tout le temps, alors tu t'en fous. Il y en a un, c'est rigolo, il écrit dans la Efrati, il y en a un qui est venu me voir cette année. Il me dit, près de chez moi, comme ça, j'ai vraiment un endroit, une cour comme ça. Il dit, la vérité, j'ai jamais rien fait. Heureusement, lui, il m'a appelé quelques jours avant la Shemitah. Il me dit, est-ce que je pourrais commencer à m'occuper de ça pendant la Shemitah, de faire que les choses permises? Je lui ai dit, écoute, fais-le avant la Shemitah, parce que si tu ne fais rien avant, pendant la Shemitah, ce sera un petit peu un problème. D'accord? C'est toujours quand c'est interdit qu'on a envie. Voilà. C'est comme les gens qui ne se brossent jamais les dents, mais Shabbat, ils veulent se brosser. Vous voyez? Alors, regardez, alors venez, on commence. Maintenant qu'on a toutes ces introductions en main, ça va, tout est clair? Vous avez des questions sur ces introductions? Vous avez des questions? C'est quoi? La question, c'est est-ce que ça suffit la pluie ou pas? Si la pluie, elle suffit, alors vous n'avez pas besoin. La question, c'est pas c'est ce qu'il va pleuvoir ou pas. La question, c'est est-ce qu'à l'état actuel, il y a un risque que la plante, elle meure?
ou qu'elle s'abîme, ou que, d'accord? Alors regardez, venez, on arrive, on commence la halakha lemassé. On va commencer par l'arrosage. L'arrosage, c'est la chose la plus fréquente. Venez, on commence par l'arrosage. Disent le Rav Eliashiv et le Rav Nissim Karelitz, c'est pas la peine d'attendre que la plante, elle commence déjà à mourir pour se rappeler qu'il faut l'arroser. Si je sais que cette plante-là, elle a besoin que je l'arrose, par exemple, imaginez qu'il n'y a pas de pluie là où je me trouve, d'accord? Ou imaginez que voilà, pendant plusieurs jours, il a fait très chaud, ou alors les quantités de pluie ne sont pas nécessaires. Bekitsour, si je sais que cette plante a besoin d'être arrosée, ce n'est pas la peine d'attendre qu'elle gémisse pour lui donner. Un petit peu avant, je peux déjà commencer à l'arroser. Au moment où je vais l'arroser, donc ça c'est une première halakha. Maintenant, au moment où je vais l'arroser, est-ce que je dois l'arroser le minimum du minimum? Je me dis, attends, on m'a dit que pour 1 mètre cube, il faut 15 litres. Alors vraiment, et puis que si on met 13 litres, ça peut passer. Alors il faut vraiment que je mette que 13 litres, ou si déjà j'arrose, je peux arroser normalement. Disent pas mal de poskim, Rav Nissim Karelitz et Shlomo Zalman Auerbach et compagnie, ils disent non, si tu arroses, tu peux arroser. On t'a autorisé à arroser. Tu peux arroser pour que la plante elle puisse vivre. Alors arrose normalement, ce n'est pas la peine d'arroser 3 fois plus que d'habitude, mais arrose normalement. Le Rav Eliashiv, lui, il dit non. Il dit on m'a autorisé à arroser justement pour pas que la plante meure ou s'abîme, donc il faut que je fasse le minimum. Dès lors qu'il n'y a plus de risque qu'elle s'abîme. Il n'y a plus de risque qu'elle s'abîme. Mais en tous les cas, je vous répète, il y a des poskim chashuvim qui ont autorisé de donner, de nourrir, d'arroser autant qu'il fallait. Si dans le champ, dans mon jardin, il y a des plantes ou des fleurs qu'on a besoin d'arroser assez fréquemment pour pas qu'elles meurent, et j'ai juste à côté d'autres fleurs, elles ça va. Elles, même si je ne les arrose pas, de toute façon, elles pourront tenir le coup. Ça arrive. Chaque fleur, elle a le nombre d'arrosages nécessaires. Alors, est-ce que, du coup, je n'ai pas le droit même d'arroser celles qui ont besoin à cause des autres ou pas? Alors, le Rav Eliashiv, lui, il dit, si jamais le rov, la majorité de ce champ, c'est des fleurs qui ont vraiment besoin que je les arrose, j'ai le droit d'arroser. Ah, il y en a quelques-unes qui vont aussi en profiter. Et donc, pour ces fleurs-là, l'arrosage, ce n'est pas quelque chose d'urgent. C'est quelque chose qui va leur permettre d'encore mieux pousser. Et ça, on ne m'a jamais autorisé d'arroser pour que ça pousse mieux. On m'a juste autorisé d'arroser pour pas que ça meure. Dit le Rav Eliashiv, moi je vais dans mon intention c'est d'arroser le rov des fleurs qui sont ici. Et mon intention, ce n'est pas maintenant de faire en sorte que les quelques petites marguerites, là, elles aillent un petit peu mieux. D'accord? Ça, c'est le Rav Eliashiv. Le Rav Nissim Karelitz, lui, il dit qu'il ne rentre pas dans l'histoire du rov ou pas. Il dit, si jamais j'arrose les fleurs qui ont besoin, bien que, du coup, la terre va être humide et que les autres à côté, elles vont en profiter, c'est permis. Mais que j'arrose pas les fleurs même qui ont besoin. Vous avez compris? Si j'ai un système d'arrosage automatique, par exemple, et que devant chaque plant, il y a un petit jet qui va s'allumer au moment où je vais appuyer sur le bouton, y compris devant les plants qui n'ont pas besoin, ça, le Rav Karelitz dit que c'est un problème. Vous avez compris? Ouais, il y en a ici qui ont des jardins, des machins, des plants, des trucs. Bon. Alors regardez, maintenant, encore un dernier point important. Hein? En bas de la maison, par exemple. Voilà. D'accord, donc voilà, donc vous savez quoi faire. D'accord? Et à nouveau, vous avez, je veux que vous sachiez déjà, la prochaine fois je le répéterai, mais je veux que vous sachiez déjà, vous avez des géraniums, d'accord? Mme Journeau, imaginez là, sur votre fenêtre, vous avez des géraniums, d'accord? Et la pluie, elle n'arrive pas ici. Est-ce que vous avez le droit de les arroser ou pas? Pourquoi? Parce qu'on est sûr qu'elles vont, voilà, si on ne les arrose pas, on est sûr qu'elles vont mourir, donc on a le droit. Combien? Ce qu'il faut pour pas qu'elles meurent. Et même quand déjà on les arrose un petit peu plus, d'accord? Maintenant, il faut quand même qu'on sache quelque chose. Et a fortiori, si elles ne sont pas dehors, a fortiori, si elles sont à la maison, pourquoi je dis a fortiori, on comprendra la prochaine fois, on a le droit d'arroser. D'accord? Donc toutes les fleurs qui sont à la maison, on a le droit de les arroser, la quantité qu'il faut pour pas qu'elles meurent. Maintenant, et pour pas qu'elles s'abîment, et pour pas que... Machin. Maintenant, cette semaine, il y a une femme qui me posait la question. Elle me dit, j'ai un petit jardin, et alors je veux savoir est-ce que je peux arroser, combien je peux arroser, etc. Machin. Alors je lui ai demandé c'est quoi la façon dont elle arrose. Elle me dit j'ai un système d'arrosage automatique. Alors je lui ai dit et donc tu fais rien, juste il est réglé. Elle me dit oui. Je lui ai dit est-ce que par hasard tu l'aurais pas réglé avant la Shemitah? Elle me dit si. Alors je vous pose la question. J'ai un jardin. Dans ce jardin j'ai plein de fleurs et d'arbres qui même si je les arrose pas, ils pourront très bien vivre. J'ai un système d'arrosage automatique. Avant la Shemitah, avec un petit ordinateur, comme ça, un petit robot, machin, un petit... D'accord? Est-ce que j'ai le droit, la veille de Rosh Hashanah de la Shemitah, de régler tous les jours 100 litres d'eau
avec de l'engrais, est-ce que j'ai le droit de faire ça? Et pendant la Shemitah, je ne fais rien. Pendant la Shemitah, je ne touche pas. J'ai tout réglé avant la Shemitah. Est-ce que j'ai le droit de le faire ou pas? Bah oui, parce qu'on a dit qu'il fallait régler un maximum de choses avant et après. Et en plus, tout à l'heure, vous avez dit... Attends, qu'il faut régler un maximum avant et après, c'est-à-dire de ce qui va être permis, il vaut mieux éviter le maximum. Ça veut dire que, par exemple, que j'arrose 5 minutes avant Rosh Hashanah, pour ne pas avoir besoin d'arroser le lendemain de Rosh Hashanah. Vous avez l'exemple aussi du monsieur qui voulait par exemple cultiver le morceau de son jardin. Et le Rav lui avait dit commence avant, justement, la Shemitah pour entreprendre le travail avant. Oui, mais c'est autre chose. Parce qu'il a cultivé avant. C'est pas la même chose que si maintenant il a un robot tracteur qui pendant la Shemitah il va s'amuser tous les jours à labourer. Vous comprenez la différence? Vous m'avez dit l'autre jour comment vous appelez, j'ai oublié. Et voilà. Hein? Ça dépend du fleur. Pardon? Ça dépend de ce qu'ont besoin les autres. Peut-être que si on les arrosait pas tous les jours pendant la Shemitah, elles s'en sortiraient quand même. Alors il n'y a pas besoin d'avoir le même rythme d'arrosage. Peut-être que ça dépend. J'ai pas compris. Peut-être qu'il n'y a pas besoin d'arroser autant pendant la Shemitah qu'avant. Peut-être que... Et alors? Donc vous autorisez. Maintenant, lui il a été métachnen, métachnen que tous les jours, ça arrose plus que ce qu'il faut. Si jamais son truc automatique il arrose ce que de toutes les façons on aurait autorisé d'arroser pendant la Shemitah, il n'y a pas de question. De toutes les façons, ça fait ce que j'aurais le droit de faire moi-même. Donc là, il n'y a pas de question. La question, c'est si jamais ça. Arrose s'il n'a pas besoin de mettre plus, c'est ça? Pardon? C'est s'il a décidé de programmer de mettre plus que nécessaire avant, c'est ça? Si elle est... Voilà, plus que nécessaire, ou dans un champ dans lequel c'était pas nécessaire, Birlal. Est-ce que... Pardon? Une quoi? Une plata que vous avez mis sur le... Hein? Une plata que vous avez mis sur la minuterie? Ouais, c'est ce que j'ai pensé, c'est comme la lumière sur une minuterie, c'est pareil, on ne fait pas l'action, elle s'allume toute seule. Mais là, c'est l'action interdite. Allumer la lumière aussi, c'est interdit. C'est comme... Vous dites c'est comme la plata, attendez. Ouais, c'est comme la plata, vous dites. C'est comme la lumière que j'allume par... C'est Esther, c'est ça, ou Sarah? Sarah. On peut faire des entreprises, c'est ça, là, on continue à travailler la terre, on programme... Ah, c'est génial, hein? C'est génial. C'est bon? Alors je vais vous dire... Mais si on dit pour la Shemitah, c'est pas bon. Alors je vais vous dire, le Rav Efrat, il ramène le nom du Rav Eliashiv. Le Rav Eliashiv, c'était pas un grand Mekel, hein, pour ceux qui l'ont connu. Il ramène le nom du Rav Eliashiv que c'est permis. Il dit pourquoi? Il y a écrit Veshavta Haaretz. Il faut que la terre, elle soit chauvetée pendant la Shemitah. Il dit, ça veut dire quoi Veshavta Haaretz? C'est-à-dire que moi, je ne dois pas pendant la Shemitah faire des choses, faire des melachot. Ça veut dire que pendant la Shemitah, par exemple, appuyer sur on ou changer les piles si jamais le truc il s'est cassé, ça j'aurais pas le droit. Parce que c'est moi maintenant qui vais mettre en marche quelque chose qui va arroser. Et donc j'aurai le droit que selon les conditions d'arrosage autorisées. Par contre, si j'ai tout réglé avant, ben pendant la Shemitah, j'ai rien fait. Par contre, il y a d'autres poskim qui n'ont pas été d'accord avec lui. Par exemple, Nissim Karelitz, il n'a pas été d'accord avec lui. Il dit non, pitom. Veshavta arrête, c'est-à-dire que je dois me préoccuper que la terre, elle fasse rien. Alors si j'ai mis avant, je n'autorise pas. Donc vous, Sarah, vous avez voulu autoriser comme Rav Eliashiv. Il y en a qui autorisent. Alors elle, je lui ai dit à cette femme-là, je lui ai dit, écoutez, vous avez largement sur qui vous reposez. Si jamais vous avez déjà tout programmé avant la Shemitah, et c'était le cas, elle avait tout programmé avant la Shemitah, je lui ai dit, ne touchez à rien, laissez tout tranquille, et puis... Parce qu'elle a commencé à me dire, et je ne sais pas combien il faut pour tel arbre, je ne sais pas combien il faut pour tel arbre. Je lui ai dit, là, tu as Rav Eliashiv sur qui tu peux te reposer. Donc c'est déjà rassurant. Parce prévu plus, en fait, volontairement. Ah, en plus, pas plus. Ouais, maintenant, la question, c'est pas simplement qu'on n'a pas le droit de faire plus. On n'a pas le droit non plus de faire la quantité normale. Si jamais, sans la quantité normale, ils ne mourraient pas. Vous comprenez ce que je veux dire? D'accord, c'est clair? C'est que pour les travaux des rabbanan. De quoi? Je répète, là, je parle d'arrosage. L'arrosage, c'est des rabbanan. Donc, a priori, c'est autorisé. A posteriori, il faut éviter. J'ai pas dit ça. J'ai dit ceux qui veulent faire comme Rav Eliashiv, ils peuvent le faire. Ceux qui préfèrent être machmirim, il y a Rav Nissim Karelitz, c'est qui d'autre qui dit ça? Le Rav Shlomo Zalman Auerbach aussi dit que c'est assourd. Pardon? Si on garde les marchérim, on les réduit, même sans les réduire. Ah, ouais, c'est quoi on les réduit? Alors, vous pouvez même arroser avec votre main. Si vous avez le droit d'arroser avec votre main, forcément vous avez le droit d'arroser avec, en appuyant sur le truc, sur le bouton. Vous comprenez? Pendant la Shemitah, vous avez ce petit appareil-là qui arrose automatiquement. Alors, vous vous êtes renseigné, vous savez que pour ce genre de fleurs, il faut arroser 2 fois par semaine, tant et tant de minutes. Donc vous écrivez, je veux que dimanche et mes jolis se mettent en marche, 5 minutes. Ça, bien sûr, vous avez le droit. Au contraire, c'est encore mieux que d'arroser vous-même. Parce que là, c'est automatique. Ça l'air? S'il n'y a plus de piles, on n'a pas le droit de remettre les piles.
s'il n'y a plus de piles. D'un arrosage électrique. Alors ça dépend. Remettre des piles pour une quantité supérieure à ce qu'il faut, ça non. Mais mettre des piles pour la quantité nécessaire. Ça continue, oui, on a le droit. Bah oui, parce que vous avez même le droit de prendre le tuyau vous-même et d'arroser. C'est là? On vous appelez, rappelez-moi, madame comment? C'est quoi votre nom de famille? Amine Gold. Alors regardez, on continue? Alors regardez, maintenant le deuxième problème, la deuxième question qui va se poser, est-ce qu'on a le droit de mettre de l'engrais ou pas? Alors il faut savoir que je ne suis pas un grand agriculteur, hein, je vous dis, mais ce que je vous dis, c'est ce que j'ai lu dans les Sfarim, qui eux se sont renseignés auprès d'agriculteurs. Donc il faut savoir que la plupart des fleurs et la plupart des arbres et la plupart des champs, même si on ne leur met pas d'engrais, malgré tout ils tiennent le coup, ils ne vont pas s'abîmer, ça ne va pas être un ézec dramatique. Donc, attendez, j'ai oublié de vous poser la première question. Le premier réflexe qu'il faut, c'est est-ce que c'est de Oraïta ou de Rabbanan de mettre de l'engrais? Des rabananes. Des Rabbanan. D'accord? Donc si c'est des Rabbanan, quelle va être la seule issue de secours? C'est si vraiment, sans ça, tout risque de s'abîmer, de mourir, de pourrir, d'accord? Disent les Rabbanim, le Chazonish, etc., que la plupart des fleurs, même si on ne met pas d'engrais, pendant un an, ce n'est pas très grave. Maintenant, si jamais c'est très grave, j'ai un cas précis où c'est très grave, ça va vraiment s'abîmer, ou la seule façon de pouvoir sauver l'arbre, c'est de mettre de l'engrais, là, est-ce qu'on aura le droit ou pas? On aura le droit. Maintenant, dans les cas où on a le droit, mais à nouveau, ce n'est pas n'importe qui chez lui à la maison. Il faut vraiment avoir au moins demandé d'abord à un agriculteur, est-ce que dans ce cas il faut? À nouveau, je parle des champs, je ne parle pas de la maison. À la maison, on verra que c'est différent. D'accord, c'est clair? Maintenant, disent certains poskim, si déjà on m'a autorisé, s'il y a un cas où vraiment on m'a autorisé de mettre de l'engrais, or l'idéal c'est au moment où j'arrose de mettre l'engrais dans l'eau, c'est-à-dire pour qu'on fasse les deux choses d'un coup, en une pierre deux coups, qu'on fasse les deux choses. C'est mieux que de faire en deux fois. Un premier temps je mets l'engrais, un deuxième temps j'arrose. D'accord? Maintenant, mais quand on n'a pas le droit d'arroser, même si jamais on le fait en une fois, excusez-moi, dans les cas où on n'a pas le droit de mettre d'engrais, on ne peut pas dire puisque je le fais en une fois, j'ai le droit. Vous avez compris? C'est-à-dire, quand on a le droit, il vaut mieux le faire en une fois. Quand on n'a pas le droit, on n'a pas le droit. C'est clair? Maintenant, est-ce qu'on a le droit de retirer les mauvaises herbes? J'ai mon champ, j'ai mes arbres ou mes légumes, et j'ai des mauvaises herbes qui s'y trouvent. Est-ce que j'ai le droit de les retirer ou pas? Alors, est-ce que de retirer des herbes, c'est des Oraïta ou des Rabbanan? Des Rabbanan. D'accord? Je retire des mauvaises herbes, j'ai aucune intention de quoi que ce soit, j'ai juste retiré des mauvaises herbes. C'est des Rabbanan? Si c'est des Rabbanan, est-ce qu'on autorise ou pas? Que si ça va entraîner, etc. Maintenant, souvent, quand il y a des mauvaises herbes, ça peut étouffer complètement les fleurs et les plantes, et donc dans ce cas-là, c'est problématique. Alors, si jamais ça risque d'étouffer, qu'est-ce qu'on fait? On a le droit de retirer. On peut retirer à la main, on peut retirer avec un ustensile, parce qu'on a le droit de retirer, il n'y a pas de problème de retirer. Je vais pas parler de la terrasse. J'ai pas encore parlé de la terrasse. Ça, on ira. J'ai pas envie. Exprès, j'ai pas envie qu'on s'embrouille là, d'accord? Donc pour l'instant, je parle pas de terrasse. Je parle de sur une terre. Voilà, dans la rue, par exemple, en bas, vous avez des mauvaises herbes qui vous dérangent pas, parce que là, vous pouvez pas les retirer. Maintenant, imaginez que il y a des mauvaises plantes, des mauvaises herbes, et il y a tellement de mauvaises herbes qui ont poussé quelque part que ça devient dangereux. Il peut y avoir des serpents, par exemple, qui se faufilent dans ces mauvaises herbes. Pendant un an, laisser pousser des mauvaises herbes dans des allées, ça peut être dangereux. Alors, est-ce qu'on a le droit de les retirer ou pas? On a le droit. Mon intention, ce n'est pas de faire pousser quoi que ce soit. Je ne viens rien faire pousser ici. Je viens juste retirer les mauvaises herbes. C'est pour faire en sorte qu'il n'y ait pas de serpents. C'est permis. Maintenant, si c'est pour la beauté, ça c'est une question qui se pose très souvent. Pour la beauté, ça veut dire j'ai un jardin, et Baruch Hashem, tout est bien, il y a des belles plantes, il y a des beaux machins, mais puis il y a certains endroits où il y a des mauvaises herbes qui se mettent, et puis ça gâche toute la beauté. Est-ce que j'ai le droit de les retirer ou pas? Alors dit le Chazonish qu'on a le droit. Pourquoi? Il dit, moi, je n'ai pas d'intention de faire pousser quelque chose. Ce n'est pas que je retire les mauvaises herbes pour qu'il y ait d'autres choses qui poussent mieux. Est-ce que vous avez compris la problématique? En général, quand on enlève les mauvaises herbes, c'est pourquoi? C'est pour que les autres plantes poussent mieux.
Pourquoi, on va commencer différemment, je n'ai pas été assez clair. Pourquoi c'est assourd pendant la Shemitah de retirer les mauvaises herbes? Quelle interdiction? Si j'ai envie de cueillir un fruit, j'ai le droit. Si j'ai envie de cueillir un champignon par terre ou de cueillir une tomate ou une pomme de terre, j'ai le droit. Pourquoi je n'aurais pas le droit de retirer des mauvaises herbes? Pourquoi c'est assourd des rabbins de retirer des mauvaises herbes? On risquerait de planter quelque chose. Non, c'est pas ça le problème. Parce que vous pouvez dire ça aussi pour une carotte. J'enlève une carotte, après je vais mettre une graine à la place. C'est pas ça. Pourquoi c'est assourd? Parce que ça aide à pousser. C'est-à-dire que de la même façon que quand on arrose, ça fait mieux pousser, quand on laboure, ça fait mieux pousser, mais de la même façon, quand je retire les mauvaises herbes, ça fait que les autres choses poussent mieux. Alors, si jamais la plante n'est pas en danger, l'autre plante, alors quand je retire, je vais faire en sorte qu'elle pousse mieux, cette plante. Et si jamais je n'avais pas retiré, elle ne serait pas morte. Donc, c'est une interdiction midera banane et je n'ai pas le droit de le faire. Le seul cas où on me retire de le faire, quand je sais que ça va être bon pour cette plante, c'est dans le cas où quoi? Ou si jamais je ne le retirais pas, cette plante, qu'est-ce qui se passerait avec elle? Elle mourrait. Vous avez compris ou pas? Ouais, vous êtes encore en forme là? Maintenant, si jamais je retire les mauvaises herbes, mais pas du tout pour le bien de plantes qui se trouvent autour, vraiment pour la beauté, parce qu'elles me dérangent. Alors là, dit le Chazon Ish, mon intention, c'est pas que autre chose pousse mieux, c'est vraiment pour la beauté, et donc j'ai le droit de retirer. Vous avez compris? Même si dans le résultat, ça va entraîner que ça va Voilà, oui. c'est ça. Si ce n'est pas mon intention, j'ai le droit, mais par contre, vous avez raison, par contre, dit le Chazon Ish, il faut malgré tout qu'à mon comportement, on voit, que ce soit clair, parce que dans toutes ces histoires-là, il y a un problème de maritaïn. Les gens ils vont me voir faire ça, ils vont dire « Ah super, pendant la Shemitah, on fait ce qu'on veut. J'ai vu un tel le faire. » Il faut qu'à mon comportement, on voit malgré tout que je fais ça de façon pas ordinaire, pas comme d'habitude. Alors par exemple, dit le Rav Nissim Karelitz, en général quand il y a une mauvaise herbe, on la coupe ou on l'arrache? On l'arrache. Alors là par exemple, si vraiment ce que je veux c'est pour la beauté, eh bien que je la coupe à ras du sol. Comme ça, les gens ils voient bien que je ne fais pas comme d'habitude. Vous comprenez? Ou alors, par exemple, que je ne fasse pas comme d'habitude, il dit le Rav Eliashiv, par exemple, et bon, c'est des méthodes qui existent, que je prenne par exemple un tissu noir et que je mette ce tissu au-dessus de ces mauvaises herbes. Comme ça, elles ne vont plus avoir de soleil, elles vont mourir. Ce n'est pas la façon ordinaire de le faire. Donc quand quelqu'un va me voir faire d'une façon pas ordinaire, il va comprendre que c'est parce que c'est la Shemitah. Ça veut dire qu'il faut essayer de faire en sorte que ce soit de façon pas tout à fait ordinaire. D'accord? À nouveau, je parle pour l'instant du champ. Je ne parle pas des fleurs dans lesquelles, si dans mes géraniums il y a une mauvaise herbe, je ne parle pas de ça. Je parle pour l'instant du champ. Vous verrez la semaine prochaine qu'en une phrase, on aura tout résolu, les problèmes du mirpéset, etc. D'accord? Mais pour l'instant, je vous laisse le suspense.